Bonjour, bienvenue à la série webinaire de Feeding Your Future. Le webinaire d'aujourd'hui est une collaboration entre l'Union des cultivateurs franco-ontariens et la Fédération d'agriculture de l'Ontario. Le sujet aujourd'hui, Partir sa petite entreprise maraîchère, sera présenté par Jeremy Colbeck, un des propriétaires de la ferme Beatbox en banlieue d'Ottawa. Sur ce, place à la présentation. Salut tout le monde, bonjour. Merci à tout le monde d'être ici. C'est vraiment le fun d'avoir la chance de vous parler. Je voudrais remercier mes organisateurs, puis tous les techniciens, puis tout. Moi, je m'appelle Jérémy Colbeck, puis je suis un des membres cofondateurs de la coopérative Beatbox. On est une ferme biologique dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Puis aujourd'hui, vous le savez, évidemment, je suis là pour vous parler de comment démarrer une entreprise maraîchère. C'est sûr que j'ai mon histoire que je peux partager et je vais partager comme un processus suggéré du démarrage de l'entreprise. Mais il n'y a pas juste un parcours. Je vais essayer de généraliser, mais bien sûr que vous allez vouloir chercher d'autres ressources aussi. Donc, je vais parler de certains sujets et puis à la fin, je vais aussi vous partager, mais je pense que c'est Daniel qui va vous partager un document avec quelques ressources, des liens pour plus de recherche, des affaires vraiment utiles. Mais je ne vais pas vous déranger avec ça pendant la présentation. Je vais commencer tout de suite dans le sujet. Je ne sais pas si c'est possible pour moi de vous demander des questions. Moi, je ne vois pas le chat ou rien. Ça fait que, si possible, ce serait le fun de savoir si Janie ou quelqu'un l'information, est-ce que les gens qui écoutent, est-ce que vous êtes déjà en agriculture, oui ou non, comme travail? Est-ce que vous êtes d'un background agricole, vos parents? Est-ce que vous êtes déjà entrepreneur ou vous avez un background en entrepreneuriat? On va suggérer que les réponses soient mises dans le chat pour que nous puissions les relayer à Jérémy. J'entends pas de réponse encore, mais je vais attendre un instant encore. Puis si j'ai rien de Janie ou de... Je vais continuer. OK. Bon, ça fait que c'est correct. Ça devrait être correct quand même. Première étape, là, quand vous voulez démarrer une entreprise, n'importe quelle entreprise, je dirais, c'est de vraiment s'assurer qu'on connaît bien nos objectifs. C'est de se questionner. Ça fait que, bon, une petite fameuse carotte en forme de question, là. C'est quoi vos motivations? C'est quoi vos objectifs personnels? Ça va guider l'élaboration du projet. Puis, il faut vraiment que l'entreprise elle travaille pour vous, puis pas l'inverse, parce que ça peut arriver. Avec des questions à se demander dans ce contexte-ci, ce serait pourquoi l'agriculture, si vous n'êtes pas déjà dedans? Pourquoi vous vous lancez en agriculture? Il y a peut-être des bonnes raisons, des moins bonnes raisons. Je dirais une moins bonne raison, c'est pour s'enrichir ultra rapidement. Ça, ce serait assez difficile. C'est pas pour dire qu'on peut pas s'enrichir, mais une bonne raison, ce serait peut-être parce que vous voulez contribuer à un service essentiel ou quelque chose pour votre communauté. Pourquoi vous voulez partir une entreprise? Peut-être encore une mauvaise raison, c'est de ne pas travailler trop fort. Dans les débuts, ce serait peut-être pas le cas. Peut-être après, vous pourrez avoir ça comme but. Une bonne raison, ce serait peut-être pour avoir plus de liberté ou d'utiliser plus de créativité, etc. Pourquoi le maraîchage? Ce serait une autre question. Puis vraiment, après ça, ce serait de définir vos objectifs personnels comme vos objectifs financiers, objectifs communautaires, social, objectifs de mode de vie. Parce que l'agriculture, c'est quand même un métier où peut-être vous le savez déjà, c'est vraiment un mode de vie aussi. Puis souvent, il faut vraiment penser à comment ça va affecter la famille, etc. Puis il faudrait se demander, quelle est votre vision du futur, de votre futur? Et comment pensez-vous que démarrer cette entreprise vous aidera à réaliser cette vision?
juste pour parler un peu de mon histoire, ben moi j'avais une couple de buts là, puis un de mes buts principaux c'était de participer comme au mouvement sociétaire que moi je vois qui est nécessaire pour entraîner votre culture vers un mode de vie plus durable. Un mode de vie qui est, ben, pour moi ça veut dire un mode de vie basé sur des liens réciproques entre nous les humains puis la Terre et les autres habitants de la Terre. Puis comment est-ce que mon entreprise peut faire ça? Ben je dirais que se nourrir, là, ça représente une des façons principales dont on participe à notre écosystème. Puis en affaires, on a la liberté d'innover avec notre modèle d'affaires. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais on a la liberté de le faire. Ça fait que moi, je crois que notre coopérative de travail peut aider à atteindre ce but-là. Parce que on essaie d'être une équipe de travailleurs qui sont gouvernés démocratiquement, puis on essaie vraiment fort de se compenser équitablement. Puis notre but, c'est de nourrir notre communauté et s'y engager. Puis on veut pratiquer une agriculture écologique. Ça fait que si l'entreprise peut faire ça, ben ça va peut-être m'aider à atteindre mon but personnel. Puis j'espère qu'on peut inspirer d'autres à le faire aussi. Un autre but pour moi, un petit peu plus simple, disons, plus personnel, c'est ben moi j'aime vraiment ça, travailler au rythme des saisons, puis au temps qu'il fait. Puis dans le fond, j'adore être à l'extérieur, travailler en équipe, puis fournir un service essentiel à mes voisins. Ça fait que ça, en travaillant dans ma propre entreprise, je peux atteindre ce but-là. Ça, c'est mon histoire. Comme il faut vraiment se questionner, c'est super important d'avoir ça pour garder le cap sur ces buts-là quand on élabore notre projet. Pendant qu'on élabore notre projet ou avant, moi je dirais en parallèle, ce serait une bonne chose, mais il faut aller chercher de la formation. Là, on ne peut pas faire ça d'un jour à l'autre. Il faut apprendre avant de vraiment de faire ça de façon professionnelle. Puis, vraiment une bonne manière qui va vraiment peut-être amener beaucoup de succès, ce serait une formation institutionnelle. Puis ça, c'est vraiment pour apprendre les meilleures pratiques. Je parle de les meilleures pratiques en technique de production agricole, maraîchère, horticole et vraiment en gestion d'entreprise aussi. Je dirais qu'un diplôme universitaire, c'est peut-être pas nécessaire pour ceci. Ce serait pas que ce serait pas utile, mais on parle vraiment de techniques très, très pratiques. Alors peut-être comme collège, cégep. Ici, il y a une photo du cégep de Victoriaville à Québec qui ont un programme de gestion d'entreprise d'agriculture biologique. Puis j'entends vraiment des bonnes affaires au sujet de cette institution-là. Ça fait que ce serait peut-être quelque chose à regarder. Puis dans le fond, à Beatbox, un des membres fondateurs avait une formation en gestion d'entreprise verte du Collège d'Algonquin, Ottawa. Puis il avait pris un cours pratique de production maraîchère au Vermont, je pense, pendant quelques mois. Moi, j'avais pris un petit cours de cégep au sujet des sols agricoles. Mon background en formation institutionnelle, c'est comme en génie aérospatial, complètement différent, pas super utile pour ce projet. C'est sûr que on apprend des habitudes de travail, etc. Mais en tout cas, je dirais, j'ai pas beaucoup utilisé mon apprentissage universitaire dans ce projet-ci. Moi, je crois qu'à la Coupe Beatbox, on aurait pu bénéficier d'encore plus de formation de gestion d'entreprise. Je pense que ça nous aurait vraiment aidé s'il y avait plus de ça dans le début, mais c'est sûr que c'est comme on apprend sur le tas, puis c'est dur. Là. Ça fait que moi, je vous suggère fortement d'aller chercher une bonne formation en gestion d'entreprise. C'est sûr qu'on peut aussi, en formation, parlant de formation, la recherche indépendante, c'est essentiel. Ça peut alimenter votre innovation, aider à la prise de décision, c'est pour choisir ses systèmes, ou bien aider à résoudre des problèmes. Je pense qu'on est assez tous pas mal familiers avec utiliser Google pour résoudre nos problèmes. Des fois, c'est une bonne chose, des fois, c'est une moins bonne chose, mais à Beatbox, on a une petite bibliothèque de livres et de ressources électroniques. J'ai une couple de livres que j'ai amenés ici. Là, je m'en vais les ramener à la bibliothèque publique, mais on a des livres qui sont les nôtres. Et puis, il y a aussi des publications, en fait, de départements gouvernementaux agricoles qui peuvent être utiles. Puis souvent, on peut aller chercher des publications qui viennent des États-Unis ou je sais pas, n'importe où. Puis c'est vraiment ça peut être des bonnes affaires. Ça fait qu'on peut trouver des bonnes choses à l'Internet. Il faut faire sûr qu'en agriculture, c'est
le contexte est très important. Donc, le contexte économique de notre province ou de notre pays, puis aussi le climat. Ça veut dire qu'il faut faire un peu attention si ça vient de loin, évidemment, mais ça peut être utile. Une autre partie de la formation, ce serait faire des visites d'autres entreprises, parce que c'est vraiment d'autres fermes, là, je parle, parce que c'est vraiment important de voir avec ses propres yeux les installations et comprendre les contextes variés, comme j'ai dit, dans lesquels se trouvent les différentes entreprises. C'est possible d'assister à des visites guidées. Là. À un moment donné, ça, c'est une photo de quand j'étais allé visiter la ferme aux petits oignons. C'est une ferme de légumes biologiques dans le coin de Mont-Tremblant. Puis les propriétaires avaient une tournée, puis c'était pour d'autres fermiers, puis aspirants agriculteurs. Puis c'était super utile. Moi, quand je vais à une visite de ferme, j'essaie de prendre des photos, je demande plein de questions, je prends des notes. Ouais, c'est vraiment. Je pense que chaque membre fondateur à Beatbox, on avait probablement visité au moins 10 à 20 fermes avant de commencer notre propre business. Là. C'est sûr que c'est possible avec de l'expérience pratique dans plusieurs fermes de faire un peu cette même expérience et encore plus. Et ça m'amène à mon prochain point parce que l'autre partie essentielle d'une bonne formation avant de se lancer en entreprise, c'est d'avoir de l'expérience pratique dans ce que tu veux faire, dans le fond. Avec ça, c'est évidemment c'est essentiel pour apprendre les bonnes habitudes de travail et pour connaître la réalité du domaine. Puis, je sais pas, j'ai entendu à un moment donné que il faut avoir 10 000 heures de travail de fait dans un domaine avant de vraiment le maîtriser. Donc, ça va contribuer à votre 10 000 heures pour maîtriser votre domaine. Moi, j'ai comme 3 catégories que je dirais d'expérience pratique. On peut aller chercher un stage à une autre ferme semblable à celle que vous voulez démarrer. Ça peut faire partie des formations institutionnelles où on peut faire un genre de woofing où on fait un échange de main-d'œuvre pour la nourriture et le gîte. Ça peut être aussi des emplois, évidemment. Moi, j'ai ici une photo de moi à ma première job de ferme seulement en 2014. J'ai pas de background agricole. Mais j'ai quand même réussi à aller chercher 4-5 ans d'expérience sur des fermes de légumes biologiques avant de commencer ma propre ferme. Puis c'est vraiment sans équivalent. Là. Ça, c'est ton opportunité d'apprendre directement de ceux qui gèrent leurs entreprises, puis de faire expérience. Mais c'est très important de faire expérience du niveau de productivité qui est nécessaire pour le succès. Il faut travailler rapidement, souvent en maraîchage. Puis, ça donne la chance de connaître la réalité du travail de l'employé. Probablement, si vous allez gérer une entreprise, vous allez avoir vos propres employés. Ça fait que c'est bon de savoir c'est quoi être l'employé dans ce contexte-là. Surtout, les jobs sont pas super bien payés. Ça fait qu'il faut vraiment, les gens qui font ça, souvent, c'est parce qu'ils veulent vraiment le faire. Comme vous, j'imagine. Mais l'expérience comme un emploi à une autre ferme, ça n'exposera pas nécessairement au travail de gestion d'entreprise. Ça fait que ça, il faut vraiment aller chercher cette expérience-là ou cette formation-là ailleurs. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Puis, comme j'ai dit avant, j'aurais voulu avoir plus de formation là-dedans. Une sorte d'expérience pratique qui est comme déjà se lancer en entreprise, mais un petit peu moins grand, ce serait d'aller à une ferme incubatrice ou aux incubateurs, c'est comme une opportunité de démarrage à petite échelle et à plus faible coût d'investissement. Puis il y a comme des opportunités d'entraide avec d'autres petites fermes d'entreprises agricoles qui vont être à la ferme. Dans la région d'Ottawa-Gatineau, ici, on a la plateforme agricole de l'Ange Gardien qui est du côté du Québec. Puis du côté d'Ottawa, Ontario, il y a le Just Food Startup Farm. C'est des bons endroits. Puis je connais des agriculteurs qui ont du succès, qui ont démarré là. Ça donnerait vraiment l'expérience de gestion. Là. Puis à Beatbox, tous les membres fondateurs avaient plusieurs mois ou d'années d'expérience, soit comme gestionnaire employé ou bénévole dans les entreprises maraîchères. Juste pour mentionner, nous autres, on était 5 cofondateurs au début. Il y a des évolutions dans l'équipe depuis ce temps-là, depuis 2017, quand on a commencé.
Mais bon, c'est ça. Il y avait juste un membre qui avait de l'expérience de gestion, sa propre entreprise maraîchère, à une ferme incubatrice. Dans le fond, c'était Beatbox version 1. Puis on a repris le nom, puis on a démarré une coop, puis était à une autre ferme. Bon, ça fait que là, OK, on a parlé de formation, on a parlé de motivation avant ça. Là, ce serait vraiment de parler du projet comme tel. C'est quoi ce projet de démarrage-là? Puis peut-être avant ça, s'il y a des questions, Sonia, me les lancer tout de suite, sinon je vais y aller. Ben oui, j'ai 2, 3 questions. Cool. Ben j'en ai 2. OK. Donc la première, c'est crois-tu que les modèles de financement actuels sont adaptés aux réalités des entreprises comme la vôtre? OK. On va parler du financement un peu après. Ça fait que je vais vous parler de qu'est-ce qu'on a fait. Ça, c'est comme une question oui ou non. Est-ce que les modèles sont adaptés? Je dirais que les modèles de financement, il y a beaucoup de modèles de financement, puis on peut aller comme créer un peu notre propre modèle de financement, c'est ça qu'on a fait. Mais il y a du financement disponible spécifiquement pour les entreprises agricoles qui est un petit peu différent de d'autres. Ça fait que je vais mentionner ça plus tard. Peut-être qu'on va juste attendre à ce point-là. OK, pas de problème. Est-ce que l'autre question, tu veux la répondre tout de suite ou tu vas attendre à la Non, fin? vas-y. Ouais. OK. Puis l'autre question, c'est quelle sorte de service ou de coup de pouce est-ce que votre entreprise aurait besoin en ce moment? Bonne question. Qu'est-ce qu'on a besoin tout de suite? On a besoin on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Puis on essaie d'aller aller chercher de l'aide de famille, amis, membres de la communauté, clients. On est dans la ville, il y a beaucoup de gens qui veulent venir aider à la ferme. Ça fait que le service de comme main-d'œuvre, c'est quelque chose qu'on a besoin. Puis on réussit à aller chercher quand on a besoin, vraiment à faible coût, des fois comme en bénévole. C'est sûr que ça vient avec d'autres contraintes, là, mais ça, c'est un service. Un autre, pour nous, ce serait des services agronomiques pour nous aider à s'assurer qu'on fertilise comme il faut, puis on gère la santé des sols et des plantes comme il faut. Ça aussi, on réussit à aller chercher. En termes de puis d'autres choses, ben des consultants en affaires. On a aussi un consultant d'affaires qu'on réussit à travailler avec cette personne-là pour nous aider. Des choses qu'on n'a pas. Je sais pas, là. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on n'a pas, mais d'habitude, on réussit à se débrouiller puis trouver l'aide qu'on a besoin. Il faut vraiment chercher des fois, c'est sûr. Mais on va parler de ça encore un peu plus après aussi. OK, parfait. C'est tout pour l'instant. OK, Fait merci que tu Sonia. peux continuer. Merci. Bon, OK, merci pour les questions. N'hésitez pas, hein. J'espère que je vais être capable de vous répondre. Ça fait que notre projet, pour nous, ça a vraiment commencé avec bâtir une équipe. C'est sûr qu'à moins de vouloir être une micro-ferme, là, une équipe est nécessaire. Pas essentiellement nécessaire pour démarrer sa propre entreprise au début, là. Ça peut se faire comme on peut élaborer le projet tout seul, ça c'est clair. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des employés que vous avez besoin, etc. Mais c'est ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être des employés, mais ce qui est important, c'est de choisir les bonnes personnes. Puis ça, c'est vraiment de choisir des gens qui partagent ta vision ou de créer une vision ensemble. C'est souvent plus facile si vous êtes ici, vous êtes probablement visionnaire, vous avez probablement une idée de qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Puis c'est souvent plus facile si on est capable de bien communiquer cette vision-là. D'autres gens vont peut-être s'attacher à ça ou s'embarquer dans votre projet. Mais si vous voulez travailler avec d'autres gens qui se trouvent visionnaires aussi, ben c'est possible de mettre ensemble nos visions puis de créer une vision collaborative. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à créer votre propre vision puis d'aller chercher une équipe en communiquant ça. Il faut choisir des gens qui
qui ont des habiletés complémentaires aux nôtres. Ça fait que c'est bon de faire une analyse de ses forces et faiblesses comme personne, comme travailleur, comme au niveau de connaissances, expérience, habitude, puis d'aller essayer de trouver des gens qui peuvent complémenter ça. À Beatbox, les fondateurs, on s'est rencontrés comme par hasard, genre à des événements pour nouveaux et aspirants agriculteurs qui étaient organisés par des groupes qui étaient associés au syndicat agricole au Canada. Puis ça, c'était le fun. C'était on allait là pour apprendre. Pour apprendre. Il y avait des conférences, quelque chose comme ça. Puis on a eu la chance de se rencontrer là, puis garder en contact. Puis vraiment, pour nous autres, là, il y a eu des mois, peut-être des années, même une couple d'années de potluck, puis de rencontres en soirée, là, et la fin de semaine, entre différentes configurations de personnes intéressées avant qu'un petit groupe se décide de vraiment, comme véritablement se lancer en affaires ensemble. Pour trouver des employés, ça c'est comme une autre affaire complètement, là, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire à un moment donné, j'imagine, dans votre entreprise. Alors, je ne vais pas trop parler de ça, mais au niveau comme que vous êtes, j'imagine, ce serait peut-être plus trouver des partenaires d'affaires, mais si vous avez des questions par rapport aux employés, on peut en discuter plus tard. Un peu dans la même idée, là. Ben, je voulais juste vous montrer que ça, c'est comme une autre photo. On sait comme il y avait tellement de gens dans notre communauté, des amis, familles qui voulaient entendre parler de notre projet. Puis ça fait que à un moment donné, on était comme va falloir montrer à tout le monde en même temps. Ça fait qu'on a fait comme une genre de tournée à la ferme avec des gens, comme j'ai dit, famille, amis, pour leur parler du projet. Puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans qui aurait peut-être pas, qui serait peut-être pas impliqué s'il n'y avait pas eu ce genre de choses-là, mais je suis sûr que ça a été utile. Ça fait que moi, je dis comme, n'hésitez pas à parler avec passion de votre projet aux gens qui vous entourent parce que ça fait partie de mon prochain point, c'est de bien s'encadrer. Il ne faut pas réinventer la roue là, non plus. On veut s'entourer de gens qui peuvent nous aider, mais aussi, comme j'ai mentionné, des consultants en affaires, un comptable, en comptabilité, des agronomes, d'autres fermiers, puis de notre communauté. Là. Puis, si vous avez besoin de l'aide, il faut demander pour de l'aide. Les gens veulent vous aider si vous êtes quelqu'un de passionné, d'habitude. Puis, des fois, c'est nécessaire de payer pour de l'aide. Puis ça, c'est une bonne idée aussi. Si vous avez vraiment besoin du soutien quelque part, puis vous avez comme un budget pour ça, je le recommande fortement. En particulier, c'est vraiment bon de faire réviser vos plans par des gens avec de l'expérience. Si vous n'en connaissez pas, ben, qui vous donnerait de l'aide de bonne volonté, payez-les. Ça vaut la peine, je dirais. Nous autres, à Beatbox, on a demandé un peu à d'autres fermiers pour de l'aide avec certaines décisions, puis pour valider certaines assumptions qu'on a faites dans nos plans d'affaires. Puis on a utilisé certains documents de planification puis de gouvernance qui nous ont été partagés de d'autres fermiers. Ça fait qu'on était pas mal chanceux. Mais je pense qu'on l'a même pas assez fait dans nos débuts. C'est comme une couple d'affaires qui se sont passées. On a vraiment sous-estimé certains de nos coûts, surtout les coûts de gestion de management du terrain. Là. Puis on n'avait jamais vraiment fait réviser ceux-ci par des gens avec de l'expérience. Puis ça a vraiment mené à du stress financier plus tard en ajustant les choses. Puis un des plus grands défis, je vais en reparler plus tard, mais on a eu comme des partenaires qui ont quitté le projet dans ses débuts. Puis on a décidé ceux qui restaient, on a décidé de continuer avec un peu de réajustement de notre plan, mais il aurait vraiment fallu vérifier ces réajustements du plan. Par après ça, notre charge de travail, parce qu'après ça, notre charge de travail était vraiment trop grande, puis il a fallu comme réajuster encore. C'est assez difficile. Ça fait que faites réviser vos plans par des gens avec de l'expérience. Puis bien s'encadrer. Là, je vais revenir au concept de définir des objectifs. Au début, je parlais de définir des objectifs personnels et motivations personnelles. Puis c'est peut-être la même chose, mais si vous êtes en groupe, ben peut-être qu'il faut faire les objectifs du projet en groupe. Ça fait que je vais revenir à ma fameuse carotte questionnante. Je ne sais pas si c'est un mot, en tout cas. Ça, c'est nous autres, quand
c'est ça, on parlait de vision, on parlait de but du projet. Puis cette fois, on travaillait dehors, on utilisait notre flip chart, là, puis on faisait des notes. Puis il fallait définir plein d'affaires parce que ça guide l'élaboration du projet puis la prise de décision. Ça fait que 4 choses qu'il faut vraiment définir là, en termes d'objectifs du projet, c'est revenus espérés, la taille de l'entreprise, les investissements, investissements financiers nécessaires au démarrage, puis le temps que vous avez à consacrer aux travaux. Puis c'est tout interrelié, ces affaires-là, puis il va y en avoir un peut-être qui est plutôt limitant ou principal. Par exemple, pour nous à Beatbox, on voulait absolument au début créer 4 à 5 emplois à l'année longue pour les fondateurs. Ça fait que là, on parle de quand même assez de salaire là, à tirer de la business assez rapidement, c'est comme aussitôt que possible. Puis ça veut dire qu'on a besoin d'un tel revenu minimal. Ça fait que tout ça, ça définit la taille, puis tous les investissements nécessaires pour arriver à cette échelle-là assez rapidement, avec des équipements, etc. Puis le temps à consacrer, ben, ça vient avec ça aussi. On voulait travailler à temps plein. Ça fait qu'on avait ce temps-là. Je dirais que, encore une fois, les objectifs, prenez le temps de définir ces objectifs-là. Parce que là, la prochaine étape, c'est encore planification. Faut vraiment faire un plan d'affaires. Je sais que c'est de la job, là, mais c'est essentiel pour maîtriser tous les aspects du projet. Puis ça, c'est comme une photo de nous autres. Je ne sais pas si on travaillait vraiment sur notre plan d'affaires dans cette photo-là, mais on l'a fait en groupe. C'est pas nécessaire, on peut le faire tout seul. Si on est un solopreneur, là, disons. Mais on ne construirait pas une maison là, sans un plan. Puis c'est la même chose pour une entreprise. Il faut avoir vraiment un bon plan pour éviter des erreurs assez coûteuses, qui pourraient être coûteuses. Puis ce plan-là, vous avez probablement besoin de ce plan-là pour avoir du financement. Ça va guider vos décisions. Puis comme j'ai dit avant, ça peut commencer ce travail-là avant, au début de sa formation. On peut le faire en parallèle. Puis en fait, ce serait une bonne idée de le faire parce que là, vous aurez des meilleures questions à demander lors de votre formation. Puis pour faire la rédaction du plan d'affaires, on peut chercher de l'aide de bureaux de développement d'affaires ou des ressources pour entrepreneurs pour nous aider. Il y a des genres de... On peut suivre comme un template, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, désolé. Mais j'ai mis un couple de liens dans les ressources, dans le document qui va vous être partagé pour ce genre d'affaires-là, pour les plans d'affaires. Dans votre plan, là, je dirais commencer le plus petit que possible au début. Ça va vraiment augmenter les chances du succès. C'est beaucoup plus facile de commencer petit, manageable, comme vous êtes capable de gérer, puis là, d'agrossir la business après ça. Puis nous autres, on a peut-être été trop ambitieux au début, puis dans le fond, on a réajusté après ça de toute façon. C'est ça. Pour nous, le plan d'affaires, c'était nécessaire pour notre location de terrain. Il fallait donner un plan d'affaires propriétaire et aussi pour qualité de l'investissement. Comme j'ai dit, le plan a évolué avec les circonstances, là, puis c'est normal, le plan va changer, puis c'est normal, mais il faut avoir un plan au début parce que ça va nous aider à penser à tous les aspects qu'il faut garder en tête puis qu'il faut comme maîtriser avant de commencer le travail. Notre plan avait des projections financières sur 3 à 5 ans. Puis ça, c'est assez normal. Si vous êtes capable, essayez de ne pas aller vraiment au-dessus de 3 ans, trop pour comme des plans, des budgets spécifiques parce que ça va toujours changer. Mais des fois, on a besoin de plus que ça pour l'investissement, etc. Le financement, ça fait que faites ce que vous avez besoin de faire. Préparez-vous à utiliser Excel, vraiment beaucoup, Google Sheets, quelque chose. Là. Il y a beaucoup de travail là-dedans. OK. Sûr que vous avez des questions là-dessus ou peut-être qu'on peut en parler plus tard. Là, vous avez votre plan. OK. Vous avez vraiment besoin de que je vais de chez vous, je ne sais pas. Mais si vous avez la chance ou le travail qui vient avec chercher un terrain, ben
il y a plusieurs aspects qu'il faut garder en tête. Je ne peux pas vraiment parler trop de ça. C'est quand même une grosse étape. Mais une chose vraiment importante, c'est l'emplacement. Surtout en maraîchage, surtout si vous voulez comme vendre directement aux clients. Mais en maraîchage, parce qu'on fait beaucoup de livraisons, c'est des produits frais d'habitude. Ça fait qu'on parle de beaucoup de voyageage ou de livraison, de coûts de livraison. Ça fait avoir une bonne proximité à la clientèle, c'est important. Ça, c'est une carte de où est-ce que notre ferme est située. C'est vraiment dans la banlieue d'Ottawa. On est super proche à nos clients, c'est excellent. On loue une ferme de la Commission de la capitale nationale, on est en location à long terme. Puis nous autres, on fait essayer de venir nos clients à la ferme. Mais on peut livrer, on a déjà livré en ville, puis c'est super pas long, là, on parle de 15-20 minutes en route. Je vous suggère d'essayer de choisir un terrain qui est à 100 km ou moins de là où vous voulez livrer vos produits. C'est vraiment... Mais il y a d'autres aspects, évidemment, parce que cette ressource-là, c'est comme la base de toute l'entreprise. Ça fait que le sol, clairement, c'est hyper important. Apprenez au sujet des sols. Choisissez un terrain où il y a un sol, où ce que vous pensez, oui, on peut faire du jardinage là. Idéalement, tu sais, un loam sableux, mais c'est pas nécessaire, là, mais ça serait nice. J'ai ajouté des liens dans le document ressources que vous pouvez regarder plus tard. Pour les ressources en ligne, pour les études et les cartes pédologiques, c'est-à-dire les études au sujet des sols. Ça a été utile pour nous quand on cherchait pour un terrain. Alors, utilisez cet outil-là. Votre terrain il va avoir de l'infrastructure peut-être ou peut-être pas, mais c'est sûr que vous en avez besoin. Vous avez besoin des bâtiments, vous avez besoin d'infrastructures pour votre entreprise. Alors, évaluez ceux-ci au terrain que vous cherchez. Et en maraîchage, l'accès à l'eau, hyper important, mais en agriculture tout le temps, là, mais maraîchage, c'est vraiment, on fait beaucoup d'irrigation. Alors, est-ce qu'il y a un puits, est-ce qu'il y a un étang, quelque chose comme ça, un crique à côté, c'est important. Là, louer versus acheter, c'est sûr que acheter un terrain, c'est excellent. Si vous êtes capable d'acheter un terrain, moi je le ferais. C'est sûr qu'il va falloir aller chercher beaucoup plus d'argent, évidemment, pour cet investissement-là. Mais si vous êtes confortable avec cet endettement-là, toute entreprise doit, pas toute entreprise, mais beaucoup d'entreprises vont en dette pour se démarrer, c'est normal. Donc, ça peut faire partie de votre investissement du départ. Nous, on voulait pas vraiment acheter parce qu'on voulait pas s'endetter à ce niveau-là. Puis, on n'avait pas nécessairement beaucoup travaillé ensemble, tous les partenaires. Puis, comme on a vu, l'équipe a évolué. Ça fait qu'on voulait comme minimiser nos risques un petit peu. Ça fait qu'on a décidé de commencer avec la location. Puis, on a probablement visité une douzaine de sites dans notre recherche. Ça, c'est une photo de quand on vérifiait un endroit, on checkait les bâtiments. Puis, on a trouvé peut-être 3 à 5 sites qui étaient corrects pour notre projet. Puis, on a comparé les investissements nécessaires. Ici, du drainage dans le champ, celui-là, un bâtiment, un puits à l'autre. Puis, c'était vraiment des coûts importants, mais différents. Ça fait qu'on a comparé ceux-là, puis on a choisi le site qui était le plus proche de la clientèle, puis qui avait besoin le minimum d'investissement. Mais il ne faut pas choisir quelque chose, ça ne peut pas besoin d'être parfait, vous n'allez pas trouver quelque chose de parfait, mais il ne faut pas non plus prendre un terrain que vous pensez qui va être vraiment difficile à aménager pour faire votre projet. C'est déjà difficile de démarrer une ferme. Là. Essayez de trouver quelque chose qui a déjà certains des aspects que vous voulez. Voici une photo aérienne de notre ferme à côté de la rivière des Outaouais. C'est vraiment un bon spot. Puis, vous voyez la rue, ça c'est la rue Carling. C'est très passant. Puis, on essaie d'attirer les gens de cette rue-là pour descendre notre driveway, notre entrée de genre 800 mètres. Essayez de trouver une ferme qui n'a pas une entrée de 800 mètres. C'est très cher à entretenir. En tout cas, on a une petite ferme, magasin à la ferme. Ça fait qu'on essaie de faire venir les gens là. Bon, je vais juste vérifier l'heure. OK, cool. Là, c'est le temps de parler d'investissement encore et de financement. Toute entreprise a besoin de capital au début. D'après mes recherches, puis vous pouvez voir ça, je pense, dans les documents que j'ai envoyés. En général, les fermes maraîchères vont investir
absolument au-dessus de 100 000 peut-être jusqu'à 200 000 et plus, surtout si tu vas acheter un terrain. Là, on parle d'encore un peu plus, mais au début, l'investissement de départ, je parle. Je vais vous parler un peu de nous après, là, mais vous pouvez aller chercher du financement avec des prêts. Ça fait que ça, c'est des prêts à la Caisse populaire, la banque. Puis avec ces institutions-là, on peut aller chercher des prêts qui sont garantis par le gouvernement. Ça, c'est des prêts spécifiques pour les entreprises agricoles. Donc, c'est la loi, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est comme la loi agricole sur les prêts agricoles, quelque chose comme ça. Il y a un lien dans les ressources que je vous ai envoyées. Puis ça, c'est le gouvernement va aider l'institution financière à gérer le risque du prêt. Alors, normalement, peut-être votre entreprise, ça va prendre vraiment longtemps à rentabiliser. L'agriculture, c'est pas aussi rapide que d'autres industries où il y a plus de risques. Alors, le gouvernement vient pour garantir, pour aider à prendre un peu des risques. Alors, l'institution financière va être plus portée à vous donner le prêt. Nous autres, on n'a pas fait ça, mais ça a l'air d'une bonne option. Ça fait évaluer ça. Investissement personnel, c'est important. La plupart des entrepreneurs vont investir des fonds personnels au début aussi. Je vous recommanderais pas d'investir, de prendre seulement vos propres fonds pour l'investissement. C'est mieux de diversifier un peu les sources. Il y a aussi des subventions. Ça fait que des subventions salariales qui viennent du gouvernement ou quelque chose, puis d'autres subventions qu'on peut aller chercher d'associations variées. On a été assez chanceux, nous, d'avoir quelques subventions. Il y a une photo ici de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Nous ont donné une subvention pour aider à notre établissement, puis c'était super utile. Entre autres, là, il y avait d'autres subventions qu'on a eu aussi. Puis en termes de quantité d'investissement, je vais revenir aux chiffres. Là. J'allais vous mentionner ça. Nous, on a été chercher à peu près 110 000 puis on l'a fait un peu d'investissement personnel et des investissements de gens dans la communauté. On était, c'est ça, les 5 membres fondateurs. Puis là, ça a changé à comme 4. Ça fait qu'on avait à peu près 10 000 chaque qu'on a mis dans la compagnie. Puis on était ça aboutit à être à peu près 22 individus dans notre communauté qui ont investi entre 2 000 et 10 000 chaque. Puis ça, c'est nous autres, comment on l'a fait? On a vendu des parts dans la compagnie. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est des gens qui voulaient vraiment nous soutenir. C'est pas un don, c'est surtout pas un don, mais c'est pas un prêt. C'est comme acheter des parts, là, des stocks, mais ils ne changent pas en valeur les nôtres. Là. Nous autres, on détermine les termes, donc c'est vraiment plus avantageux qu'un prêt. C'est pas un, je sais pas en français, là, mais en anglais, liability sur notre balance sheet, c'est pas ça. C'est vraiment du ownership dans la compagnie. Puis on est content de l'avoir fait comme ça. C'est sûr que ça nous donne beaucoup plus de flexibilité, mais il faut vraiment trouver les bonnes personnes là, qui vous font confiance pour avoir ce genre d'investissement-là. On a aussi eu besoin de faire du drainage, poser des drains dans les champs, puis ça a été payé par le propriétaire et on le repaye avec un loyer plus élevé sur quelques années. Donc, c'est une forme d'investissement. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai comme assez donné d'informations là-dessus. On l'a fait de notre manière, puis ça marche pour le moment. Il faut quand même gérer les relations avec nos investisseurs, faire les donner de l'information, des fois faire une présentation chaque année, quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça vaut la peine. Puis c'est une autre forme de communauté, dans le fond. Une autre affaire qu'il faut décider, c'est le choix de structure légale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire si on n'est pas juste solo, juste nous-mêmes. Notre entreprise et nous, comme personnes physiques, on peut faire nos impôts comme à un moment, mais d'habitude, les entreprises vont s'enregistrer, surtout s'il y a plus qu'un promoteur ou partenaire. Donc, ça va dépendre le choix. Ça peut être une corporation, ça peut être une société à nom collective
ou une coopérative. Ça va dépendre de votre situation financière personnelle et puis l'arrangement avec vos partenaires d'affaires et puis un peu aussi de l'échelle de l'entreprise. Alors, il faut parler à comme des professionnels un peu pour faire cette décision-là et peut-être votre comptable. Nous autres, on est une coopérative de travail. Puis pour nous, le choix de cette structure-là, c'était en partie pour des raisons idéologiques. On voulait voir plus de démocratie dans le milieu du travail. La coopérative de travail, c'est un membre. Puis un membre dans la coopérative, c'est un propriétaire. Ça fait que c'est un membre, un vote. Puis ça, c'est même s'il y en a un qui a investi un peu plus ou un peu moins d'argent, tout le monde peut participer de façon égale dans la prise de décision. On n'est pas un grand groupe encore, là, mais cette structure-là peut aller à des plus grandes compagnies aussi. On voulait aussi comme avoir une meilleure distribution de la responsabilité. Au lieu d'avoir comme un couple qui gère la ferme tout le temps, ben peut-être un peu plus de possibilités de vacances, quelque chose, des gens qui peuvent gérer l'entreprise s'il y a quelqu'un qui doit partir. Mais ça vient aussi avec plus de gestionnaires avec qui il faut faire des compromis. Ça fait que c'est des défis quand même du côté humain, là. Puis on apprend. Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est une autre section. J'ai comme une autre section, mais s'il y avait des questions sur la planification puis le projet comme tel, est-ce que Sonia, peut-être que tu voudrais les lancer là? Ben, j'en ai une question probablement qui irait bien ici, là. C'est pourquoi avoir choisi une entreprise en version coopérative versus une entreprise avec un modèle plus individuel? Moi, je pense que tu viens de répondre, mais Ouais, je pense que j'ai pas mal expliqué, mais ouais. je sais pas si la question est venue comme après que je viens d'en parler ou non, mais C'est venu avant, ouais. Fait que je pense que c'est mais pas mal ça, mais si la personne voudrait savoir plus là-dessus, demander plus de questions spécifiques, je suis content de répondre. OK. Ben, pour l'instant, je pense que les autres questions, on peut les demander à la fin. OK, Donc, parfait. tu peux continuer. Cool. Je pense qu'il nous reste quand même 20 minutes. OK, parfait. Cool. Bon, ça fait que là, vous avez fait votre plan. Vous avez comme défini votre projet. Vous avez été chercher votre argent, vous avez votre terrain. C'est pas vraiment exactement linéaire comme je suis en train d'en parler, mais plus ou moins. Ça fait. La prochaine affaire dont je voulais vous parler, là, c'est la préparation pour la production et la vente. Puis ça, c'est beaucoup de choses, évidemment, mais vous avez fait un plan. Alors, espérément, vous avez un plan. Vous allez avoir un plan. Puis là, vous allez suivre le plan. Une des affaires que vous devez faire, c'est trouver des clients. Ça, dans votre plan d'affaires, il devrait avoir un plan de mise en marché. Puis je ne vais pas comme parler de la mise en marché beaucoup ici, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un gros sujet. Mais sans clients, vous n'avez pas de revenus. Ça fait que pas de revenus, pas de projet. Ça va, vous pouvez aller chercher dans vos réseaux personnels si vous connaissez, surtout si vous vendez directement aux clients, puis ces gens-là sont proches de la ferme. Ces gens-là vont vouloir vous soutenir, là, puis ils vont probablement acheter de vous. Puis ça peut vraiment aider au début. Peut-être qu'ils vont continuer d'acheter de vous pendant longtemps. Nous autres, on a fait ça. Si vous ne voulez pas vendre directement aux clients, aux mangeurs, ben, il y a aussi évidemment les grossistes, les restaurants, les épiceries, peut-être des petites épiceries qui vont acheter directement des producteurs, puis les marchés publics. C'est une photo du marché Parkdale, Ottawa. On a fait un peu affaire avec eux. C'est une place où on a vendu. On a essayé un peu. Ça a assez bien été, mais comme j'ai dit, nous autres, on essaie de concentrer sur faire venir les clients à la ferme. Nous autres, on vend directement aux clients. Puis, il y a une couple d'autres manières. Ben, quand on vend direct aux clients, une chose qu'on peut faire, c'est aller avec le modèle en maraîchage. C'est assez commun. Agriculture soutenue par la communauté. Les paniers bio, paniers locaux, hebdomadaires, quelque chose comme ça. Ça, c'est assez commun. Je ne vais pas parler trop de ce modèle-là. Peut-être vous le connaissez déjà. Sinon, faites
faites votre recherche là-dessus. Ça fonctionne pour nous, mais c'est pas notre seul véhicule, disons, de mise en marché. Une autre option, c'est si vous pouvez en trouver, il y a des coopératives de producteurs qui seraient peut-être intéressés de faire affaire avec vous. Vous pouvez devenir membre de cette coopérative-là, puis c'est une coopérative de mise en marché essentiellement. Ça, c'est une autre chose à regarder si ça existe dans votre région. Puis ouais, comme j'ai mentionné, à Beatbox, nous autres, on fait ça en agriculture soutenue par la communauté. On était voir nos réseaux personnels, puis pour aller chercher des clients, on a fait des promotions dans notre quartier local, des posters, on est allé à des événements communautaires un peu. Il faudrait vraiment comme avoir une présence en ligne aussi, c'est hyper important d'avoir un site web, puis page Facebook, tout ça. Je vous recommande de le faire. Alors, c'est ça. Ça, c'est trouver des clients. Ben, c'est un gros sujet, comme j'ai dit, mais je vais survoler. Là, il faut faire ça que vous avez votre équipement. Ça fait que l'achat d'équipement, c'est pas une petite tâche, là, puis ça dépend vraiment de votre modèle d'affaires, exactement quels équipements que vous allez acheter. Est-ce que c'est une micro-ferme, un tracteur à 2 roues? Est-ce que vous avez besoin d'un tracteur? Probablement, mais peut-être pas. Ou un plus grand tracteur, plusieurs tracteurs souvent, éventuellement. Mais plein d'autres affaires, des serres, des chambres froides, stations de lavage, irrigation, puits, etc. Puis, plus comme j'ai dit, ça peut être peu mécanisé, une micro-ferme, ou plus mécanisé, peut-être une plus petite ferme ou une ferme moyenne ou de plus grande taille. Puis, moi, je dirais, là, Kijiji, c'est ton ami. Achète de l'équipement usagé, si possible. Beaucoup d'équipements de ferme, équipements agricoles, ça dure longtemps. C'est assez bien bâti, là. Ça fait que je recommande, nous autres, n'hésitez pas à vous déplacer un peu pour aller chercher ce qui est bon, ce que vous avez besoin. Puis, c'est ça. Nous autres, on a aussi hérité de certains équipements de l'ancien locataire. Surtout la serre, une des serres, puis la chambre froide, puis la station de lavage. C'était déjà là. On a fait des améliorations. Ça, c'est un tracteur qu'on a acheté. Puis là, quand je parle d'amélioration, c'est une chose que vous allez probablement avoir besoin de faire à votre terrain. Puis c'est mieux de le faire à l'avance si possible. Parlez à d'autres producteurs et rappelez-vous de vos visites à d'autres fermes pour vos décisions sur quel genre de système que vous allez mettre en place, quelles améliorations sont nécessaires. Puis nous autres, c'est ça, on a installé des systèmes. Ça, c'est une photo de nous autres. On faisait des rénovations à la serre qui existait déjà au site qu'on a acheté de l'ancien locataire. Puis on a installé des systèmes d'eau pour l'hiver avec de l'électricité et chauffage dans cette serre-là. Puis on a aussi construit une autre serre. Vous allez aussi avoir besoin de faire la préparation du sol. Ça fait que souvent, ça va être une reprise de terre abandonnée ou un changement d'exploitation. Ça fait que faites affaire avec un agronome pour vous aider. Faites des analyses de sol, fertilisez comme il faut avec peut-être l'aide de votre agronome pour déterminer qu'est-ce qui est nécessaire ou votre propre formation. Puis là, du travail du sol, ça va être nécessaire. Puis idéalement, donnez-vous 1 an là, pour faire une jachère, mettre des engrais verts, amender le sol. Ça va vraiment aider là, pour commencer rapidement l'année de production. Nous autres, on a loué notre terrain 1 an avant de commencer la culture. Puis ça, on est content de l'avoir fait. Là, c'est pas juste les ressources physiques qui sont nécessaires, il y a aussi des ressources, les systèmes informatiques. Les fermes qui réussissent là, sont modernes et technologiques. Alors, vous avez besoin des systèmes pour des outils pour les planifications de culture. Ça, c'est souvent des spreadsheets, là, des Excel. Mais il peut avoir vous pouvez acheter des programmes, des services software pour ça. Il y a aussi contrôleur de serre, de climat de serre, irrigation, un magasin en ligne peut-être, votre site web, c'est sûr. Peut-être un logiciel pour le point de vente et puis aussi pour la tenue de livre. Nous autres, on utilise Square pour notre point de vente, QuickBooks Online pour notre tenue de livre, Google Drive, partager des fichiers, etc. Notre site web est dans WordPress, puis on a un magasin en ligne de WooCommerce pour le moment. Puis pour la serre, on n'a pas de contrôleur comme tel encore. C'est quelque chose qu'on veut mettre, mais on utilise ça s'appelle des wireless tags.
allez regarder ça. C'est quelque chose de pas cher pour la température et l'humidité, faire des alarmes s'il y a quelque chose qui va mal. Bon, il me reste pas beaucoup de temps, mais dernière affaire que je voulais mentionner, super importante, là, c'est dans les premières années de production, à quoi s'attendre? Ben, comment s'y attaquer, tu sais. Il va y avoir des défis, il va en avoir. Il faut essayer d'anticiper ce fait-là. Ça, c'est une inondation, genre, qui est arrivée dans notre première année à cause des grandes pluies, puis manque de drainage de surface. On a trouvé une solution. Vous allez avoir des défis, vous allez trouver des solutions, c'est normal. Les défis principaux que vous allez peut-être voir, c'est peut-être un financement insuffisant, difficulté de mise en marché, manque d'informations techniques ou d'encadrement, peut-être des changements dans l'équipe. Puis vous allez trouver des solutions, peut-être hausser ou réduire l'investissement nécessaire. Faites des recherches, allez chercher des services conseils, allez dans vos réseaux de pairs, de mentorat. Surtout, utilisez votre persévérance, puis modifier le projet si nécessaire, aller chercher de la formation, puis c'est ça, à demander de l'aide. Nous autres, comme j'ai mentionné, on avait peut-être un peu un manque d'encadrement professionnel, manque de formation, puis peut-être aussi un manque de financement. 110 000 pour notre échelle, c'est un peu peut-être trop bas. On a trouvé des subventions, on est allé chercher d'autres un peu, on a modifié le projet. Mais le plus grand, c'était le départ de partenaires. Puis ça a amené beaucoup de modifications au projet. Puis on a puisé dans notre réseau de famille et amis pour de l'aide. Puis c'est vraiment important là, de faire ça. On est allé faire du recrutement aussi pour d'autres partenaires. Ça marchait, ça marche. Mais on cherche encore. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut me parler après, envoyez-moi un mot là, si ça vous intéresse d'être en affaires en équipe, en maraîchage à Ottawa. Parlez-moi. Notre réseau, nous autres, était surtout urbain. Ça fait que notre ferme est proche, ça fait que c'était le fun. Les amis peuvent venir, comme j'ai mentionné avant. OK, excuse, là, je sais que ça va un petit peu plus long. Il reste quand même du temps pour des questions, mais je voulais dire aussi que, des fois, avec les défis, ça peut être, on peut se sentir comme ça, là. Mais il faut prendre soin de soi-même. C'est hyper important. On le sait que c'est important, mais ça peut être difficile dans les premières années. Alors, s'assurer de le prioriser, il faut être capable de persévérer plusieurs années pour avoir du succès. Faut avoir du bon sommeil, il faut bien manger, il faut avoir du temps social ou du temps tout seul si vous avez besoin. Faites vos exercices, vos étirements, portez des bons vêtements dans l'intempérie et puis faites d'autres activités différentes, sortez de la ferme, puis prenez des congés. C'est absolument essentiel. Priorisez-le. Bon, ça fait que c'est pas mal ça. J'ai quelques autres photos, puis je voulais juste mentionner que c'est un processus, puis c'est quelque chose à apprécier, puis à célébrer. Vous allez avoir des petites victoires, là, puis célébrez-les. C'est vraiment le fun d'avoir des réussites, une bonne récolte ou des bons entretiens avec les clients. Ça va être difficile, mais c'est un travail super créatif, ultra satisfaisant, puis ça développe vraiment le caractère. On a vraiment un sens de responsabilité dans ce travail-là. Puis, on peut revenir à nos buts, puis réévaluer est-ce qu'on atteint nos buts, oui ou non. Puis c'est correct d'arrêter. S'il faut, on peut arrêter. Mais c'est un processus. Alors, ayez de la patience et de la persévérance. Puis moi, je dirais, genre, comme, je sais pas, imaginez un monde où comme tout le monde travaille sur des projets qui les passionnent. Ce serait vraiment cool. Ça fait que moi, je dirais, le plus de gens qui peuvent aller en entrepreneuriat, essayez-le. Puis chez nous, le processus, il se déroule encore. Là, je ne considère pas encore le projet un succès à 100%, absolument pas. On est encore dans nos débuts. On a commencé en 2017, là, mais je suis satisfait, je suis vraiment satisfait de mon expérience. Puis, je ne changerai rien. Là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais de préparer. Là, il reste comme quelques minutes. Si vous avez des questions, j'aimerais ça les répondre. OK. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Donc, on a quelques questions. La première, comment vois-tu la participation de Beatbox à la relance économique post-pandémie? Relance économique post-pandémie. Pour nous, ce serait peut-être dans le côté comme avec les employés, comme offrir des jobs. C'est sûr que on n'est pas très gros en ce moment, très grand. On n'a pas beaucoup de jobs disponibles, mais on est en train de grossir encore. Dans la pandémie, les fermes
Surtout les fermes qui vendent directement aux clients ont eu comme un avantage économique. Ça fait que ça n'a pas été un problème pour nous. COVID, pas du tout. On est très chanceux. Mais en fait, il y a eu des petits problèmes, là, mais plutôt comme du côté les ventes, c'était pas un problème. Ça fait que relance économique, on est là, on continue à offrir de la bouffe comme les épiceries. On est un service essentiel. Ça fait que nous autres, on fait juste persévérer. OK, merci beaucoup. Donc, la deuxième question, comment avez-vous géré les volontaires avec cette année spéciale avec la COVID? Super bonne question. En fait, il y avait bien plus de monde qui voulait venir faire du bénévolat. En fait, trop de monde. En fait, 2020, pour nous, c'était une année de production très basse. On a eu, avec les changements dans l'équipe, c'était comme presque une année de production à 5% de ce qu'on avait fait l'année avant. Puis là, on relance un peu cette année. On revient à 90% de ce qu'on était l'année avant, en 2019. Ça fait qu'on avait comme moins de travail pour les gens, mais il y avait plus de gens qui voulaient venir. Heureusement, on est un service essentiel. On est quand même une ferme. On avait le droit de continuer. Puis, il y a beaucoup d'espace à la ferme quand on travaille dehors, évidemment. Donc, nous autres, ça nous a amené à lancer un nouveau projet. On l'a appelé la ferme communautaire. Et puis, dans le fond, c'est comme l'agriculture soutenue par la communauté où ce que les gens, il y a des gens qui reçoivent des légumes à chaque semaine. Mais au lieu que ce soit des clients, c'était des bénévoles. C'est des gens qui nous ont payé un coût beaucoup plus bas, genre la moitié, pour les légumes. Mais ils sont venus apprendre comment faire pousser les légumes eux-mêmes. On a juste comme créé ce projet-là pour eux parce que c'était juste des gens dans la communauté qui voulaient tellement venir. Puis on aimait vraiment ça, avoir ces gens-là. On a réussi à garder la distance à l'extérieur. On portait des masques quand il fallait. Mais ça a comme créé un nouveau projet pour nous. Puis on va doubler la grosseur de ce projet-là. Il va y avoir 50 participants cette année. Puis c'est surtout bénévole. Ça fait que c'est rentable. Mais vraiment, ça l'amène beaucoup d'énergie à la ferme, puis il y a des bénéfices quand ils ont du temps d'extra, ils aident avec d'autres affaires. Pour nous, c'était encore une fois, on a eu de la good luck avec ça. Ah ben c'est bon. Question suivante. Donc, c'est quoi pour vous les critères de succès pour Beatbox? Ouais, les critères de succès pour Beatbox. Ça va être genre tous les membres sont capables de vivre, tous les membres qui veulent tirer leur salaire de cette business-là sont capables de le faire. Puis, ça va bien. On n'est pas rendu là encore. Les salaires ne sont pas au niveau qu'on voudrait qu'ils soient, mais c'est dans le plan. On essaie de grossir. Donc, ça, c'est une grosse affaire. L'autre, ce serait d'être un endroit où ce que les gens de notre communauté se sentent confortables et contents. Et en fait, ils veulent absolument venir chez nous acheter leur nourriture. Il y en a déjà qui sont comme ça. On a déjà du succès dans ce domaine-là, mais on aimerait ça, évidemment, aider plus de gens à avoir de la bonne bouffe dans leur cuisine. Puis un autre aspect, c'est sûr que c'est d'inspirer d'autres entrepreneurs. Ça fait que j'espère que notre modèle, si on réussit à comme continuer, j'espère que ça va inspirer d'autres à faire quelque chose de semblable, puis de voir la coopérative de travail, puis l'agriculture écologique comme des options à essayer. That's it pour celui-là. OK. Pour l'instant, je vois plus de questions. Cool. Ben, c'est bon, c'est presque 1 heure, hein? Ça fait que j'ai pas manqué de temps, au moins, c'est le fun. Moi, j'apprécie vraiment l'opportunité de vous parler. C'est ça, je pense que Daniel va vous avoir partagé un petit document avec quelques liens. Vérifiez ça, il y a vraiment de la bonne information là-dedans. Il y a des documents super utiles en français, spécifiquement à ce sujet-ci. Moi, j'ai été là-dedans pour faire ça, que j'ai pas trop manqué d'affaires. Puis, comme j'ai mentionné, si vous voulez, si vous êtes cultivateur dans la région, venez me parler. Si vous êtes cultivateur franco-ontarien, c'est sûr que associez-vous avec l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Puis n'hésitez pas de m'envoyer des questions. J'ai pas beaucoup de temps pour ce genre d'affaires-là, mais j'aime vraiment ça, recevoir des questions d'autres gens, puis de
avoir des conversations avec d'autres agriculteurs et des aspirants agriculteurs. Ça fait que je vais faire du temps pour vous, là. Si on veut te rejoindre, est-ce qu'on te rejoint sur le site web de BeatBox? C'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre, Jérémy? Oui, vous pouvez juste envoyer un courriel à travers le site web. Il y a un genre de formulaire « Contactez-nous ». Vous pouvez faire ça à beatbox.ca ou bien envoyez-moi un courriel à l'entreprise, hello@beatbox.ca ou bonjour@beatbox.ca. Ça va marcher aussi. Ça va me rejoindre éventuellement. On te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir préparé cette présentation pour nous. C'était très, très, très agréable. Donc, on souhaite bon vent à BeatBox et à toi aussi, Jérémy. Donc, ceci conclut notre présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions la Fédération d'agriculture de l'Ontario, l'Union des cultivateurs franco-ontariens et certainement Jérémy chez BeatBox pour cette présentation. Bon restant de semaine. Bonne chance.